Il s'est réveillé sur le sol de la cuisine, le ventre gonflé comme un ballon, le souffle court, les yeux fixés au plafond, se demandant si c'était la dernière fois qu'il voyait quoi que ce soit. Mais le pire n'était pas son foie en putréfaction. C'était le fait que sa fille unique, celle à qui il n'avait jamais demandé pardon, se tenait à seulement 5 mètres de lui et qu'il ne la reconnaissait même pas. Avez-vous déjà entendu une histoire à la fois déchirante et rédemptrice? Cliquez sur « S'abonner » car la vérité vous entra plus profondément que n'importe quel film. Henry Moore n'avait jamais été un homme routinier, mais ces derniers temps, toutes ses matinées se ressemblaient. Il se réveillait avec une sensation de pression sourde dans le bas-ventre, comme s'il avait avalé un caillou qui ne voulait pas passer. Au début, il pensait que c'était des gaz, puis peut-être de la constipation, puis une indigestion. Après tout, il avait 62 ans, vivait seul et avait depuis longtemps cessé de manger comme quelqu'un qui se souciait de son alimentation. Mais lorsque sa ceinture refusa de se fermer pour la 3e matinée consécutive et qu'il dut gémir et s'accroupir pour lasser ses chaussures, il comprit que quelque chose n'allait pas. C'était un lundi humide à la Nouvelle-Orléans, une chaleur épaisse et collante qui enveloppait la peau comme une serviette humide. Henry était assis sous son porche avec une tasse de café léger, regardant le trottoir fissuré et le vélo rouillé appuyé contre la clôture. Son ventre appuyé contre sa chemise en flanelle usée, dont les boutons tiraient légèrement. Il se tortillait sur son siège, mal à l'aise d'une manière qui n'était pas seulement physique. Il avait maintenant un poids plus que le simple gonflement. Quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Il posa une main tremblante sur son abdomen. Il était ferme, gonflé, anormalement tendu, mais il n'avait pris de poids nulle part ailleurs. Ses bras étaient toujours minces, ses clavicules toujours aussi saillantes. Ce n'était pas de la graisse, il en était certain. Et ce n'était pas la nourriture, car il n'avait pas beaucoup mangé ces derniers jours. Chaque repas le laissait rassasié après seulement quelques bouchées. Il n'était pas allé chez le médecin depuis des années. La dernière fois, c'était lorsque son voisin l'avait forcé à se faire vacciner contre le tétanos après avoir marché sur un clou dans le jardin. Depuis, il s'était dit que si quelque chose de grave arrivait, il le sentirait. La douleur était le moyen utilisé par le corps pour donner l'alerte, n'est-ce pas? Mais la douleur ne venait jamais. Seulement une enflure, une sensation d'oppression comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Cet après-midi-là, Linda passa le voir. Elle avait 73 ans, la langue bien pendue, et avait été infirmière pendant la majeure partie de sa vie. Elle lui apporta un plat de gumbo, mais Henry n'y toucha presque pas. Elle l'observait attentivement, comme le font les vieilles infirmières, cherchant des indices dans la façon dont il tenait son ventre dans sa respiration. « Tu as une mine affreuse, lui dit-elle, toujours aussi directe. « J'en ai envie, admit-il. Tu te sens ballonné depuis quelques jours ?» Il haussa les épaules. « Quelques semaines, peut-être. Je pensais que c'était la bière qui faisait son effet. »« Tu n'as pas bu un vrai verre depuis des années, Henry. » Il ne répondit pas. Linda s'approcha et s'accroupit, posant une main ferme sur son ventre. « Ça te dérange si j'appuie un peu ?» Henry grimaça mais acquiesça. Elle tapota doucement sa peau, écoutant comme si c'était un tambour. Son expression s'assombrit. « Tu as déjà entendu parler de l'acide ?» demanda-t-elle. « Quoi ? C'est quand ton abdomen se remplit de liquide, généralement un signe que quelque chose ne va pas avec ton foie. » Elle se leva, ses genoux craquant. « Tu dois consulter quelqu'un, Henry. »« Rapidement, » répondit Henry en fronçant les sourcils. « Ça ne fait pas mal, c'est juste inconfortable. Le foie ne crie pas toujours quand il a un problème. Parfois, il murmure tout doucement jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. » Elle sortit une brochure pliée de son sac à main et la lui tendit. « Tiens, lis ça ce soir et promets-moi d'appeler la clinique demain. » Henry prit le papier sans le regarder. « Tu exagères. »« Je fais mon infirmier. » Après son départ, il déplia la brochure. Le titre disait « Des signes silencieux de troubles hépatiques à ne pas ignorer ». Ses yeux parcoururent la liste. Ballonnements ou gonflements abdominaux, perte d'appétit, fatigue, confusion, jaunisse, ecchymose facile, gonflement des jambes, nausées, perte de poids inexpliquée, démangeaisons cutanées. Il en avait au moins 5, peut-être 6, voire tous s'il était honnête. Il posa la brochure, se frotta les yeux et se cala dans son fauteuil. Le craquement du bois lui sembla plus fort que d'habitude. Était-ce le début? Était-ce ainsi que cela commençait? Il repensa à toutes les nuits passées dans les bars, à l'odeur de whisky qui imprégnait son haleine lorsqu'il titubait jusqu'à chez lui, au souvenir flou où il jouait du saxophone sous les acclamations de la foule tandis que son foie encaissait les coups en silence. Il avait levé le pied depuis des années, après le départ de Sarah,
après que sa femme avait fait ses valises et disparu sans laisser de traces. Mais était-il trop tard? Il appuya à nouveau sa main sur son abdomen. Il était tendu, rond comme un tambour. Son propre corps lui était étranger. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La pression dans son ventre s'intensifia lorsqu'il s'allongea, comme si elle appuyait sur ses poumons. Il s'assit dans son lit, haletant, fixant l'obscurité. Il se souvint des paroles de Linda. Parfois, il chuchote très doucement. Et peut-être était-ce cela, le chuchotement. Henry n'avait pas mis les pieds dans une clinique médicale depuis plus de 15 ans. Les murs sentaient l'antiseptique et le désespoir silencieux. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus de lui alors qu'il était tête assis dans la salle d'attente, essayant de paraître détendu sur une chaise en plastique qui grinçait sous lui chaque fois qu'il changeait de position. Les formulaires sur ses genoux étaient à moitié remplis, principalement parce qu'il ne savait pas quoi écrire dans la case « médecin traitant ». Il n'en avait pas. À côté de lui, une mère berçait un enfant qui toussait. Un homme âgé, coiffé d'une casquette de vétéran, fixait le vide devant lui. La climatisation vrombissait au-dessus de leur tête, comme un moteur sur le point de tomber en panne. Henry ne cessait de regarder son ventre, qui bombait désormais visiblement sous sa chemise ample. Il avait essayé de le cacher avec une vieille veste en jean, mais cela ne faisait que le faire transpirer davantage. Ce n'était plus seulement des ballonnements, c'était une présence. Il se souvint des paroles de Linda. Le foie ne crie pas toujours, parfois il murmure. Ce murmure s'était devenu un grognement. L'infirmière finit par l'appeler. Il se leva lentement, saluant personne en particulier. Alors qu'il la suivait derrière le comptoir d'accueil et dans la salle d'examen, elle prit ses constantes sans dire un mot. Tension artérielle élevée, pouls un peu rapide. Puis elle lui dit que le médecin allait arriver. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit et laissa apparaître une petite femme d'une trentaine d'années munie d'un bloc-notes et affichant une expression sérieuse. Elle dégageait une assurance tranquille, inhabituelle chez une personne aussi jeune. Son blouse blanche était ornée d'un badge sur lequel on pouvait lire « Dr. Elena Navarro, interne en médecine interne ». « Monsieur Moore, dit-elle en lui tendant la main. « Je suis le docteur Navarro. Je vais m'occuper de vous aujourd'hui. » Henry lui serra la main à contre-cœur. « On dirait que vous venez de terminer le lycée. » Elle sourit poliment. « J'ai l'habitude des piqûres. Ça fait presque 20 ans, en fait. On commence ?» Elle vérifia ses signes vitaux, puis lui demanda gentiment quels étaient ses symptômes. Henry lui raconta tout, les ballonnements, la perte d'appétit, l'essoufflement. Il ne mentionna ni Linda ni la brochure, mais elle n'avait pas besoin d'être guidée. « Avez-vous remarqué un gonflement au niveau des chevilles ou des jambes ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « Un peu. Je pensais que c'était dû à l'âge. »« Comment est votre appétit ?»« La nourriture a le goût du carton, » répondit-il avec plus d'amertume qu'il ne l'aurait voulu. « Tu bois de l'alcool ?» Henry hésita. « Je buvais beaucoup avant. J'ai arrêté. En quelque sorte. J'ai beaucoup réduit, en tout cas. » Elle prit note sans porter de jugement. « Depuis combien de temps ?»« Il y a environ 10 ans. » mentit-il. Cela faisait plutôt 4 ans. Elle tapota son stylo contre le bloc-notes. « J'aimerais vous faire un examen physique et une échographie abdominale aujourd'hui. Est-ce que cela vous convient? Ai-je le choix? » « Vous avez toujours le choix, monsieur Moore. Mais si c'était moi, je voudrais savoir ce qui se passe là-dedans. » Il s'allongea sur la table d'examen tandis qu'elle installait l'échographe. Alors qu'elle déplaçait la sonde sur son abdomen distendu, l'écran s'illumina de nuances tourbillonnantes de gris et de noir. Henry essaya de ne pas regarder, mais il lui était impossible d'ignorer son froncement de sourcils. Elle appuya doucement, puis plus fermement, en inclinant la sonde sous ses côtes. Respirait profondément. Il s'exécuta, et l'image changea. Elle figea l'image et l'étudia. « Il y a du liquide, » dit-elle enfin. « Beaucoup, en fait. »« Quel type de liquide ?» demanda-t-il, le cœur battant à tout rompre. « C'est ce qu'on appelle du liquide acide. C'est un liquide qui flotte librement dans la cavité abdominale et qui n'est pas censé s'y trouver. Qu'est-ce qui cause cela ? Il y a plusieurs causes possibles, mais la plus courante, surtout compte tenu de vos antécédents, est une maladie du foie. » Il se redressa lentement, respirant superficiellement. « Vous voulez dire que j'ai un cancer ? Pas nécessairement, mais cela suggère que votre foie ne fonctionne pas correctement. L'un des rôles du foie est de réguler la pression dans les vaisseaux sanguins autour de l'abdomen. Lorsqu'il cesse de fonctionner correctement, du liquide s'écoule dans le ventre. »
Elle fit une pause pour laisser le temps à Henry d'assimiler l'information. Imaginez cela comme un barrage qui se fissure. La pression s'accumule au mauvais endroit et l'eau, enfin, dans ce cas-ci, le liquide s'échappe. Henry fixait le sol. Je pensais que j'étais juste en train de grossir. Vous n'êtes pas gros, mais moi. En fait, vous perdez de la masse musculaire, ce qui arrive souvent lorsque le foie commence à défaillir. Le mot doyayo. Défaillance résonna dans son esprit comme un coup de feu. Et maintenant, demanda-t-il, je vais faire des analyses sanguines. Vérifiez vos enzymes hépatiques, votre taux d'albumine et vos facteurs de coagulation. Cela nous donnera une meilleure idée de l'état d'avancement de la maladie. Et je vais vous recommander une parasynthèse. Il s'agit d'une procédure qui consiste à retirer une partie du liquide présent dans votre abdomen à l'aide d'une aiguille. Cela vous aidera à vous sentir plus à l'aise, et nous pourrons envoyer le liquide au laboratoire pour analyse. Henry baissa les yeux vers son ventre. « Vous allez me vider comme un ballon ?» Elle lui sourit gentiment. « Seulement un peu au début, juste assez pour soulager la pression. Si nous en retirons trop vite, cela pourrait causer d'autres problèmes. » Il expira bruyamment. « Alors c'est grave. »« C'est grave, dit-elle. Mais ce n'est pas sans espoir. Selon vos résultats, nous pourrons peut-être ralentir la progression, voire inverser certains des dommages. Et si je ne fais rien, le liquide continuera à s'accumuler. Vous ressentirez de plus en plus d'inconfort. À terme, cela pourrait entraîner une infection, une insuffisance rénale, voire le décès. La vérité était là, sans fioriture. Elle lui tendit une brochure provenant de la clinique, intitulée « Comprendre l'acide et la santé du foie ». Il jeta un coup d'œil au texte en gras sur la couverture. « Votre foie est peut-être silencieux, mais il n'oublie jamais. » Il leva les yeux. « Avez-vous déjà vu quelqu'un guérir de cette maladie ?» Elle acquiesça. « Oui, mais seulement quand ils le détectent tôt et prennent ça au sérieux. »« Et moi ?»« Cela dépend de ce que vous allez faire maintenant. » Il resta silencieux pendant un moment. Le docteur Navarro se leva et commença à ranger ses dossiers. « Je vais demander à l'infirmière de venir faire la prise de sang. Nous programmerons une parasynthèse pour demain. » En ouvrant la porte, elle ajouta « Vous avez pris la bonne décision en venant aujourd'hui, Monsieur Moore. Beaucoup de gens ne le font pas. » Puis elle disparut, laissant Henry seul sur la table d'examen, le papier froissé sous lui. Il baissa à nouveau les yeux vers son ventre, rond et tendu comme un ballon prêt à éclater. Pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas le poids de son corps qu'il ressentait le plus. C'était le poids de ce qu'il ignorait jusqu'à présent. La lumière du soleil à l'extérieur de la clinique lui semblait trop vive, trop intense, comme si elle essayait de révéler quelque chose qu'il avait passé des années à cacher. Henry sortit sur le trottoir fissuré, une main sur le ventre, l'autre protégeant ses yeux. La ville bougeait autour de lui, indifférente. Les voitures passaient, klaxonnaient, quelque part, quelqu'un jouait du jazz au coin d'une rue. La vie continuait, mais quelque chose en lui s'était arrêté. La brochure que le docteur Navarro lui avait remise était toujours pliée dans sa poche. Il ne l'avait pas lue. Il n'en avait pas besoin. Pas encore. Les mots s'étaient déjà gravés dans son esprit. Insuffisance hépatique, accumulation de liquide, risque de décès. Il prit le chemin le plus long pour rentrer chez lui, errant dans les ruelles, passant devant des bars fermés et des murs de briques délabrés peints de fresques défraîchies, représentant des saxophonistes et des saints. L'odeur familière de la bière éventée et de la cendre de cigarette flottait dans l'air. Fantôme d'une époque à laquelle il ne pouvait échapper. Ses pas le ramenèrent vers Bourbon Street, mais il ne s'en rendit compte qu'une fois devant son ancien repère, le Marigny Tap. Le bar était fermé, les fenêtres étaient recouvertes de planches, et le nom autrefois si fier était recouvert de graffitis. Mais Henry pouvait encore le voir tel qu'il était autrefois. Les lumières, la fumée, les éclats de rire et le doux gémissement de son saxophone résonnant dans la brume de minuit. Il s'appuya contre le mur, laissant les souvenirs affluer. À l'époque, il était comme un feu d'artifice, brillant, bruyant et destiné à s'éteindre rapidement. Chaque soir, il se tenait sur la petite scène, les yeux mi-clos, perdus dans la musique. Le saxophone n'était pas seulement un instrument, c'était sa voix, son confessionnal, son échappatoire. Et après le dernier morceau, il y avait toujours la bouteille. Du whisky surtout, bon marché, fort, rapide.
Il aimait la façon dont cela lui faisait oublier. Oublier les factures, oublier les disputes, oublier sa fille qui le regardait trébucher sur le seuil de la porte, les yeux écarquillés et effrayés. Caroline l'avait prévenu à maintes reprises. « Tu ne te tues pas seulement toi-même, Henry, tu tues toute cette famille. » Mais il ne l'écoutait jamais. Il s'excusait le lendemain matin, faisait des promesses, rapportait des fleurs à la maison. Puis, le soir venu, le cycle recommençait. Sarah avait 5 ans lorsqu'elle a cessé de courir vers la porte pour l'accueillir. Elle avait 7 ans lorsqu'elle a complètement arrêté de lui parler. À 10 ans, elle était davantage une colocataire qu'une fille, silencieuse, vigilante, déjà en train de se forger l'armure dont elle aurait besoin pour se protéger de lui. Et puis, il y a eu cette nuit-là, la nuit où tout a basculé. Elle avait commencé comme toutes les autres. Un concert tardif, trop d'alcool, une dispute au téléphone avec Caroline. Il se souvenait avoir claqué la porte en partant, les clés tintant dans sa poche, la colère et l'alcool alimentant chacun de ses pas. La pluie tombait sans relâche cette nuit-là, rendant les routes glissantes et le monde flou. Il n'aurait pas dû prendre le volant, il le savait, mais cela ne l'avait jamais arrêté auparavant, et cela ne l'arrêta pas cette fois-ci non plus. Il vit la silhouette trop tard. Un homme traversait la rue près du coin d'Allion Fields. Il y eut un mouvement rapide, un bruit sourd, un craquement horrible, puis le silence. Henry avait freiné brusquement et était sorti en titubant. L'homme gisait immobile sous la pluie, son sang se mélangeant à l'azeau sur le trottoir. Les gens criaient. Quelqu'un a appelé le 911. Henry ne s'est pas enfui, mais il n'est pas resté longtemps non plus. Lorsque la police est arrivée, il était en état de hype, assis sur le trottoir, la tête entre les mains, la haleine fétide de whisky, mais aucune accusation n'a été retenue. Ce rapport toxicologique n'était pas concluant. Les témoins n'étaient pas d'accord. La victime traversait hors des clous. Il y avait un doute raisonnable, ont-ils dit. Caroline n'avait pas besoin d'un tribunal pour rendre son verdict. Elle a fait ses valises le lendemain matin et est partie sans un mot. Sarah n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ce souvenir reste une blessure encore vive sous la cicatrice. Henry cligna des yeux face à la lumière du soleil, s'éloigna du mur et continua son chemin jusqu'à la maison. Sa maison lui semblait plus petite que d'habitude. Le salon était encombré de reliques du passé. Un métronome cassé, de vieux disques vinyles, des photos d'une vie à moitié vécue. Il s'assit sur le canapé, tendit la main sous la table basse et en sortit une bouteille de bourbon à moitié vide. La poussière collait au verre. Il la fixa longuement. Cela avait toujours été sa réponse, son réconfort, son courage, son poison. Mais maintenant, cela ressemblait à une arme. Il dévissa le bouchon et porta la bouteille à ses lèvres. L'odeur le frappa comme un coup de poing. Âcre, acide, familière. Il s'interrompit et ferma les yeux. Il ne s'agissait plus seulement de lui, pas si son foie était en train de mourir, pas s'il marchait vers un effondrement lent et silencieux. Il baissa la bouteille et la posa doucement sur la table. Pour la première fois depuis des années, il ne but pas. Au lieu de cela, il se pencha en arrière, appuya une main contre son ventre gonflé et murmura dans la pièce vide « Je suis désolé ». Il ne savait pas à qui il s'adressait. Caroline, Sarah, l'homme sous la pluie. Peut-être tous, peut-être lui-même. La chambre d'hôpital était plus froide que Henry ne l'avait imaginé, non pas en termes de température, mais d'ambiance. Murs pâles, équipements en acier inoxydable, lits recouverts de papier blanc qui craquait à chacun de ses mouvements. Il était assis raide sur le bord, vêtu d'une fine chemise d'hôpital qui lui arrivait à peine aux genoux, un bras replié sur le ventre comme pour se protéger. Une infirmière frappa une fois, puis entra. Elle était grande, d'âge moyen, avec des yeux calmes et une voix qui enveloppait la pièce comme une couverture chaude. Son badge indiquait Tania. Ses mains s'affairaient avec efficacité tandis qu'elle préparait le plateau d'instruments. Gants stériles, lingettes antiseptiques, compresses de gaz, seringues, une longue aiguille et plusieurs flacons. Tout cela semblait trop sérieux. « Nous allons drainer une partie du liquide aujourd'hui, monsieur Moore, » dit-elle d'un ton doux. « Cela soulagera la pression et vous aidera à mieux respirer. Le médecin va arriver dans un instant. » Il acquiesça sans parler. Elle le regarda un instant, puis prit un marqueur et fit un petit point sur le côté de son abdomen. « C'est là que nous allons insérer l'aiguille. Vous sentirez peut-être une petite piqûre, mais vous vous sentirez mieux après. » Henry expira longuement. « Combien allez-vous prélever ? » ?»« Ça dépend. Quelques litres peut-être. Ne vous inquiétez pas, nous y allons doucement. » Il rit faiblement. « Des litres ? On dirait que je transporte un aquarium.
Tu serais surpris, dit Tania avec un sourire aimable. Certains arrivaient ici avec 10 litres sans même s'en rendre compte. Henry ne répondit pas. Il détourna le regard, les yeux fixés sur les stores qui se balançaient doucement dans la brise de la climatisation. Dehors, la lumière du soleil scintillait à travers les lamelles, comme une vieille bobine de film. Une partie de lui voulait s'enfuir, mais la partie la plus importante, la plus lourde, savait qu'il ne pouvait pas. Le docteur Navarro entra quelques minutes plus tard, vêtu d'une blouse, les cheveux tirés en arrière. Elle le salua, puis reporta son attention sur le plateau de préparation. Tania lui tendit des gants sans un mot. « Toujours avec nous, Monsieur Moore ?» demanda Helena d'une voix calme. « Je ne suis pas encore partie. »« Bien, commençons. »« Moore. Oh, ça en est. » Ils l'ont allongé sur le lit, légèrement incliné sur le côté. Tania lui a tendu la main lorsque l'antiseptique a touché sa peau, froide, piquante, comme un avertissement. Il l'a serrée, pas fort, juste assez pour sentir quelque chose d'humain. L'aiguille s'est enfoncée après une rapide piqûre. Au début, il n'y a eu qu'une pression, puis une sensation de chaleur, puis plus rien. La sensation de vidange était subtile, mais indéniable. Comme elle. Il la sentait dans ses côtes, dans sa respiration, dans le relâchement de tout son être. À côté de lui, un récipient se remplissait lentement d'un liquide ambré, presque comme du jus de pomme, pensa-t-il avec amertume. « Le liquide semble clair, dit le docteur Navarro à Tania. C'est bon signe. « Combien de temps vais-je rester dans cet état ?» demanda Henry. « Quelques jours, peut-être une semaine. Nous allons vous prescrire des diurétiques et un régime pauvre en sodium, mais si votre foie ne s'améliore pas, le liquide continuera de s'accumuler. » Comment puis-je améliorer la situation ? Le docteur Navarro hésita. Cela dépend des lésions. Nous en saurons plus lorsque nous aurons les résultats de vos analyses, mais vous devrez éviter l'alcool, surveiller votre consommation de sel, maintenir votre poids et venir régulièrement en consultation. Tania changea le récipient alors que le liquide continuait à s'écouler. Henry détourna la tête. Cela lui semblait irréel, comme si quelqu'un était en train de lui soutirer son passé. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bruit des gouttes qui tombaient. « Vous vous en sortez bien, dit Tania doucement. La plupart des gens se crispent. Vous êtes calme. » Il déglutit. « Je pense que je suis juste fatigué. » Une fois l'intervention terminée, le matériel fut rapidement rangé. Henry se sentait plus léger, mais faible, vidé. Son estomac semblait dégonflé, presque creux. La blouse collait à sa peau désormais flasque. Tania revint avec des serviettes chaudes et l'aida à s'asseoir lentement. Il détestait avoir besoin d'aide, détestait être devenu si lent. « Je peux, » commença-t-il, peinant à articuler. Elle comprit avant qu'il ait fini. « Je suis là pour toi. » Elle l'aida à se nettoyer doucement et tranquillement, sans jamais lui donner l'impression de le prendre en pitié. Henry rougit quand même, embarrassé. Il se sentait comme un homme brisé, vidé à plus d'un titre. « Je jouais de la musique, tu sais, » dit-il soudainement, cherchant à rompre le silence. Tania sourit. « Du saxophone, c'est ça, tu as le look. »« Ça, c'est si évident. » Elle rit doucement. « Mon père était jazzman. Il a joué de la trompette jusqu'à ce que ses poumons lâchent. Il disait que la musique l'avait maintenu en vie plus longtemps que la médecine. » Henry laissa le silence s'installer. Tania ajusta sa chemise d'hôpital et lissa la couverture sur ses jambes. « Est-ce que ça va s'améliorer ?» demanda-t-il. Le visage de Tania s'adoucit. « Bon, parfois si les gens écoutent leur corps, s'ils le détectent tôt. Non. Et moi ?» Elle pencha la tête. « Vous êtes venu, n'est-ce pas ? C'est déjà beaucoup. » Elle se leva, rassembla les serviettes et s'arrêta avant de partir. « Monsieur Moore, dit-elle doucement, ne considérez pas cela comme une fin. Considérez plutôt cela comme un nouveau départ. Votre corps vous envoie un message. Il vous offre une seconde chance. La plupart des gens n'ont pas cette chance. » Quand elle fut partie, Henry s'allongea et fixa le plafond. Son ventre était plus plat maintenant, mais il lui semblait toujours étranger. Il tendit la main et la posa dessus. Ce n'était pas seulement de l'eau qu'ils avaient à drainer, c'était du temps, des regrets, des souvenirs, et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de différent. Le lendemain matin, Henry était assis à la table de la cuisine avec une tasse de café tiède et une feuille de papier vierge. Le stylo dans sa main lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Il fixait les lignes, leur vide, le silence qui précédait le premier mot. La maison était calme. Pas de télévision,
Pas de radio, seulement le léger ronronnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel des vieilles planches du plancher. Dehors, le quartier s'éveillait, des voitures sortaient en des allées, un chien aboyait après un vélo qui passait. Mais à l'intérieur, tout semblait figé. Il baissa les yeux vers son ventre, moins gonflé mais toujours sensible. Ce n'était pas seulement le liquide qu'ils avaient drainé, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait été retiré de l'intérieur. Il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Les paroles de Tania résonnaient encore dans sa tête. Ne considérez pas cela comme une fin, mais comme un nouveau départ. Mais un nouveau départ pourquoi? Que lui restait-il à recommencer? Il prit la photo glissée dans le coin du miroir à l'autre bout de la pièce. Elle était vieille, défraîchie, les couleurs presque effacées. Ara avait peut-être 6 ans sur la photo. Il lui manquait une dent de devant et elle riait de tout son cœur. Elle était assise sur ses genoux, les 2 mains autour du manche d'un saxophone presque aussi grand qu'elle. Il se souvenait de cette journée, l'été, un barbecue dans le jardin, du jazz qui jouait sur une radio à piles. Caroline avait pris la photo juste avant que les nuages n'arrivent. C'était une belle journée, une des rares. Henry posa la photo à côté du papier et commença enfin à écrire. « Chère Sarah, je ne sais pas où tu es, je ne sais même pas si tu liras jamais cette lettre, mais quelque chose en moi me dit que je dois l'écrire quand même, car le temps ne s'arrête pas, et le silence ne guérit pas, à moins que nous ne le remplissions de quelque chose de vrai. Je ne veux rien de toi, ni pardon, ni compréhension. Je veux juste te dire certaines choses qui ont trop longtemps habité les recoins de mon cœur. Tu as toujours été plus brillant que moi, plus intelligent, plus gentil. Tu voyais au-delà de mes apparences, de ma musique, de mes rires, du spectacle que je jouais pour les autres, même quand tu étais petit. Tu voyais que je n'étais pas l'homme que je voulais être. Et c'est peut-être ça qui m'a fait le plus mal, savoir que tu le savais. Je ne me souviens pas de tous les anniversaires que j'ai manqués. J'aimerais pouvoir dire que je m'en souviens, mais je me souviens du regard que tu m'as lancé quand j'ai oublié celui avec le gâteau en forme de saxophone. Tu m'avais attendu à la maison, et je n'étais pas là. Cette nuit-là me réveillait encore parfois. Je me souviens de ta voix quand tu avais 5 ans, me chuchotant à l'oreille. « Joue cette chanson pour m'endormir, papa. » Et je la jouais encore et encore jusqu'à ce que ta respiration s'accorde au rythme des notes. Je me souviens comment tu me prenais la main quand on traversait la rue, et le jour où tu as arrêté. Il y a eu un moment, avant que tout ne déraille, où j'ai cru pouvoir m'en sortir, où j'ai pensé qu'il suffirait de réduire ma consommation d'alcool. Mais l'addiction est menteuse, Sarah. Elle te fait croire que tu contrôles la situation alors qu'elle creuse un trou sous tes pieds, et puis un soir j'ai pris le volant alors que je n'aurais pas dû, et le père de quelqu'un n'est jamais rentré chez lui. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai payé pour cette erreur, que son poids a laissé des traces visibles. Mais la vérité, c'est que je m'en suis sorti légalement. À l'intérieur, je n'ai jamais cessé de porter ce poids. Chaque fois que je reprenais la bouteille, c'était en partie pour noyer le bruit du corps de cet homme qui heurtait le capot de ma voiture. Je ne t'ai jamais dit ça. Je ne savais pas comment. Peut-être que je ne sais toujours pas. Mais c'est la vérité, et elle t'appartient si tu la veux. Ces jours-ci, je bouge plus lentement. Mes mains tremblent parfois. Mon ventre se remplit d'eau dont je ne veux pas. Les médecins disent que mon foie a tiré la sonnette d'alarme depuis des années, mais que je ne m'en suis pas aperçu. Ou peut-être que je m'en suis aperçu, mais que j'ai choisi de ne pas m'en soucier. Mais maintenant, je m'en soucie, non pas parce que j'ai peur de mourir. Je pense que j'ai déjà commencé à mourir le jour où tu as cessé de m'appeler papa. Je m'en soucie parce que je veux, pour une fois, être un homme dont tu pourras dire qu'il n'était pas si mauvais, même si ce n'est qu'une ligne dans l'histoire que tu raconteras un jour à mon sujet. Si tu te souviens de quelque chose à mon sujet, j'espère que ce ne sera pas mes cris, mes promesses non tenues ou l'odeur de whisky dans tes cheveux quand je t'ai serré dans mes bras pour te dire bonne nuit. J'espère que tu te souviens de ce jour d'été où tu tenais mon saxophone à 2 mains et où tu as ri de tout ton cœur, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Tu m'as regardé et tu m'as dit « Je veux jouer comme toi ». Je ne méritais pas ce moment, mais je le garde précieusement depuis lors. C'est tout, c'est la seule raison pour laquelle je t'écris cette lettre. Pour te rendre ce souvenir, car il ne m'appartenait pas. Avec toute mon affection, Henry. Il plia lentement la lettre, comme s'il pliait une partie de lui-même. Il la glissa dans une enveloppe et écrivit « Sarah Moore » sur le devant, sans adresse ni ville, juste un nom. Il resta assis là un moment, fixant l'enveloppe. Puis il se dirigea vers la vieille boîte à souvenirs dans le placard du couloir et en sortit un carnet d'adresses datant d'il y a 20 ans. Les pages étaient Dijon,
L'encre s'estompait, mais à la 3e page, sous la lettre M, il trouva ce qu'il cherchait. Sarah, appartement universitaire, bâton rouge. C'était un coup de poker. Elle n'habitait plus là depuis des décennies. Mais peut-être, juste peut-être, que quelqu'un la lui ferait suivre. Peut-être que le destin, pour une fois, serait clément. Il scella l'enveloppe, y apposa un timbre et se dirigea vers la boîte aux lettres au coin de la rue. Alors que la porte métallique se refermait, il posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus du rythme lent de son cœur, et murmura « Qu'elle se souvienne. » L'enveloppe est arrivée un mercredi, glissée entre une offre de carte de crédit et un coupon de réduction pour l'épicerie. Sarah a failli ne pas la voir. Il n'y avait ni adresse de retour, ni ville, juste son nom écrit d'une écriture tremblante et inclinée, celle d'Henry. Elle l'a reconnu immédiatement, même si cela faisait plus de 20 ans qu'elle ne l'avait pas vu sur une carte d'anniversaire ou une autorisation scolaire. Elle a longuement fixé l'enveloppe, figée sur le seuil de son appartement. Son pouce accéléra. Elle songea à la jeter, à la laisser là, sans l'ouvrir, jusqu'à ce qu'elle jaunisse avec le temps, mais quelque chose dans sa main refusait de la lâcher. À l'intérieur, elle déplia la lettre. Les pages tremblaient entre ses mains, non pas à cause du papier, mais du poids des mots. Chaque ligne l'entraînait plus profondément dans un espace qu'elle croyait avoir fermé à jamais. La voix de son père lui revint, non pas comme autrefois, pleine de colère ou dans un brouillard alcoolisé, mais plus calme, pleine de regrets, brute, humaine. Elle lut la lettre 3 fois. Lorsqu'elle eut terminé, elle la plia soigneusement, lissant les plis comme pour essayer de comprendre l'homme qui l'avait écrite. Puis elle prépara un petit sac pour la nuit, annula tous ses rendez-vous et réserva le premier train pour la Nouvelle-Orléans. L'hôpital ressemblait à tous les autres, du verre, de l'acier et une odeur d'antiseptique et de légumes trop cuits. Elle marchait dans les couloirs comme un fantôme, son manteau serré autour d'elle. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle ne savait même pas ce qu'elle voulait, tourner la page, se venger, pardonner, ou peut-être simplement voir une dernière fois l'homme qui l'avait façonnée avant de disparaître de sa vie. Elle demanda à la réception si Henry Moore était là. L'infirmière vérifia dans le système et lui donna le numéro de la chambre sans poser de questions. Personne ne reconnut son nom. C'était une bonne chose. La pièce était sombre. Henry était allongé dans son lit d'hôpital, à moitié tourné sur le côté, une main posée sur sa poitrine. Son visage était plus maigre que dans ses souvenirs, sa peau légèrement flasque, sa mâchoire recouverte d'une barbe grise. Mais c'était bien lui. Impossible de se tromper sur son nez tordu ou le sillon au-dessus de son front qui s'était creusé au fil des ans. Il semblait petit à présent, fragile. Sarah entra sans faire de bruit. Elle se tint près de la porte, observant le lent mouvement de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Sa respiration était superficielle mais régulière. Les machines se ronronnaient doucement autour de lui, leur lumière clignotante projetant des ombres douces sur les murs. Pendant un long moment, elle resta immobile, se contentant d'observer. Puis, comme poussée par une force qui la dépassait, elle s'approcha. Elle s'assit sur la chaise à côté de son lit, la même chaise sur laquelle elle s'asseyait enfant lorsqu'il s'entraînait au saxophone. Même position, autre époque, autre homme. Elle ne dit rien. Les mots lui semblaient dangereux, comme s'il risquait de briser quelque chose de trop fragile pour survivre à l'air. Elle tendit lentement la main et toucha la sienne. Elle était chaude, sèche. Elle enroula doucement ses doigts autour des siens. Henry remua. Ses paupières papillonnèrent, puis s'ouvrirent, ses yeux toujours d'un bleu orageux clignèrent à la lumière. Il tourna la tête et, pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Elle ne sourit pas, il ne dit rien. Il n'y avait pas de reconnaissance dans son regard, pas tout à fait, mais quelque chose vacilla. D'abord de la confusion, puis de la curiosité, puis de la douceur. « Bonjour » dit-il d'une voix rauque. « Bonjour » répondit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Vous travaillez à l'hôpital » Elle acquiesça. « Je suis juste en visite. » Il baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis les releva vers son visage. « Vous me rappelez quelqu'un » Sa gorge se serra. « Peut-être. » Il n'insista pas. Il ferma simplement les yeux un instant, laissant le silence les envelopper comme une couverture. Puis il murmura « Vous avez des mains douces. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle resta assise à ses côtés pendant près d'1 heure, sans qu'aucun des deux ne dise grand-chose. Il somnolait par intermittence. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, elle était toujours là.
et bien qu'il ne lui ait pas demandé son nom, il ne lâcha jamais sa main. À un moment donné, il dit « J'ai écrit une lettre ?»« Je sais, » répondit-elle. Il hocha la tête comme si cela avait un sens. « Je ne pensais pas que quelqu'un la lirait. »« Moi, je l'ai lue. »« Bien, » murmura-t-il. « C'est bien !» Après un autre silence, il ajouta, plus pour lui-même que pour elle. « C'est drôle comme certaines choses prennent toute une vie à dire. » Quand il se rendormit, Sarah se leva. Elle le regarda, étudiant les rides de son visage, le souffle fragile entre ses côtes. Elle traça l'air au-dessus de son front avec ses doigts, presque en le touchant, mais s'arrêtant juste avant. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta, se retournant une dernière fois. « Je me souviens de la chanson, » murmura-t-elle. Puis elle disparut. La douleur est apparue soudainement, comme un coup de couteau dans le flanc. Henry essayait d'attraper un verre d'eau lorsque ses genoux ont fléchi. Il s'est effondré sur le sol de sa cuisine, se tenant le ventre, le dos couvert de sueur. La pièce tournait, sa respiration était superficielle et saccadée. Chaque inspiration était comme une tentative d'aspirer de l'air à travers une porte fermée. L'ambulance est arrivée en moins de 15 minutes. Aux urgences, les moniteurs bipèrent frénétiquement. Sa tension artérielle chutait, sa fièvre montait en flèche. Une conversation tendue tournait autour de lui, remplie de termes qu'il ne comprenait qu'à moitié. Péritonite, infection bactérienne spontanée, cirrhose décompensée. Mais un mot ressortait clairement, comme un coup de tonnerre. Soins intensifs. Lorsqu'il fut transporté dans le couloir stérile des soins intensifs, Henry pouvait à peine garder les yeux ouverts, les infirmières s'affairaient avec une urgence contrôlée, insérant des perfusions, prélevant du sang, suspendant des poches de liquide intraveineux. Les lumières fluorescentes au-dessus de lui se confondaient en tunnels lumineux. Son corps, déjà creusé par des années de lent déclin, semblait maintenant s'effondrer sur lui-même. Il dérivait entre la conscience et l'inconscience. Chaque fois qu'il se réveillait, il y avait une nouvelle machine, un nouveau chiffre qui clignotait, une nouvelle paire d'yeux qui l'observait. L'infection avait atteint le liquide dans son abdomen, expliqua plus tard le docteur Navarro. C'était courant chez des patients comme lui. Le liquide ascitique, autrefois intrus silencieux, était devenu un terrain fertile. À présent, son foie ne parvenait plus à filtrer les toxines. Ses reins montraient des signes de détresse. Son espérance de vie, qui se mesurait autrefois en années, se mesurait désormais en jours, voire en heures. Sarah était assise dans le couloir, juste devant sa chambre, les yeux fixés sur le sol en linoléum, les mains crispées sur ses genoux. Personne à l'intérieur ne savait quelle était sa fille. Elle n'avait donné que son badge professionnel lorsqu'on le lui avait demandé, et personne ne l'avait interrogée. Elle préférait qu'il en soit ainsi, jusqu'à présent. À travers la vitre, elle regardait Henry allongé, immobile, sous des couches de fils et de tubes de D, l'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules, qui avait détruit tout ce qu'il y avait de bon dans son enfance, ressemblait désormais davantage à un patient oublié qu'à un père. Elle avait attendu si longtemps pour le revoir, et maintenant il était en train de s'éteindre à nouveau. Elle ne remarqua pas l'homme qui avait pris le lit à côté de celui d'Henry avant le lendemain matin. Il était dans la quarantaine, grand et large d'épaules, avec une profonde cicatrice qui lui barrait la mâchoire. Il s'appelait Stanley, d'après la fiche accrochée au pied du lit. Il était soigné pour des complications liées à une hépatite C non traitée, une autre victime d'une maladie du foie, une autre vie qui s'éteignait tranquillement. Au début, les deux hommes échangeaient à peine quelques mots. Henry était trop faible et Stanley semblait plus intéressé par la télévision fixée au mur, toujours réglé sur les informations avec un volume trop faible pour être entendu. Mais le deuxième jour, alors que Sarah se tenait près de la porte en train de lire le dossier d'Henry, elle surprit Stanley en train de parler à l'infirmière. « J'ai grandi à Bâton Rouge, dit-il. J'ai perdu mon père quand j'étais enfant. Accident de voiture. Un type l'a percuté sous la pluie. Il n'a jamais purgé un seul jour. » Les yeux de Sarah se figèrent sur le bloc-notes. Elle se retourna lentement. « Que s'est-il passé ?» demanda l'infirmière. « Papa rentrait du travail à pied, » répondit Stanley. « Il était tard. Des témoins ont dit que le conducteur était ivre. Il n'a jamais été condamné. Il a prétendu ne pas l'avoir vu. Ma mère ne s'en est jamais remise. J'avais 8 ans. » Sarah eut la gorge sèche. Stanley se frotta distraitement la cicatrice sur sa mâchoire. « J'ai toujours dit que si je rencontrais un jour l'homme qui a fait ça, je n'hésiterais pas. » Cette nuit-là, Sarah retourna dans sa chambre d'hôtel et sortit le vieux rapport de police qu'elle avait gardé caché pendant des années.
Le dossier portait le nom d'Henry, l'accident, les détails flous et le nom de la victime, Alan J. Brooks. Sarah ne dormit pas même une minute. Le lendemain matin, elle entra dans l'unité de soins intensifs et trouva Stanley debout près du lit d'Henry, les bras croisés. « Tu crois au karma » demanda-t-il sans la regarder. Elle ne répondit pas. Il désigna Henry. « C'est lui. Je parierais mon foie. Son nom, son âge, sa façon de boiter. C'est bien lui. »« Tu en es sûr ?» demanda-t-elle. Il la regarda enfin. « Qu'est-ce que ça peut faire ? Il est déjà à mi-chemin de la tombe. » Sarah hésita. « Il pourrait être éligible pour une greffe. » Stanley ricana. « Il ne devrait pas en avoir. Si un foie se libère, il ne mérite pas de vivre plus longtemps que mon père. » Sarah sentit son estomac se nouer. Le serment qu'elle avait prêté en tant que médecin entrait violemment en conflit avec les souvenirs qui l'assaillaient. Les morceaux de verre brisés, les larmes de sa mère, la nuit où elle avait attendu près de la fenêtre un père qui n'était jamais venu. Elle avait envie de crier, de pleurer et d'être d'accord avec Stanley, mais au lieu de cela, elle dit « Les greffes du foie ne sont pas une question de mérite. Elles concernent les personnes qui peuvent y survivre, celles qui sont compatibles. » Stanley ricana. « Si je découvre qu'il est sur la liste, je me battrai, légalement, éthiquement, publiquement. Je m'en fiche, je me battrai. » De comme dire. Il sortit, laissant Sarah seule avec son père, les machines et le silence. Elle s'assit à nouveau près du lit d'Henry. Son visage était pâle, ses mains froides. Les lignes sur le moniteur bougeaient lentement, comme une rivière qui lutte pour couler. Elle se pencha vers lui et murmura. « Tu ne sais même pas le mal que tu as fait, n'est-ce pas ?» Ses paupières tremblèrent, elle lui serra la main doucement mais fermement. « Si je leur dis qui tu es, si je lui dis qui je suis, tu ne recevras peut-être jamais ce foie. Tu pourrais mourir ici. » Il ne répondit pas. « Mais si je ne dis rien, dit-elle en fermant les yeux, quel genre de personne cela ferait-il de moi ?» Or, la voix de Stanley résonnait dans le couloir, discutant avec une infirmière au sujet des heures de visite. À l'intérieur, les moniteurs continuaient de biper. Sarah ouvrit le dossier de son père. Les résultats des analyses étaient mauvais. Ses fonctions hépatiques se détérioraient rapidement. Son score ELD, utilisé pour déterminer la priorité en matière de transplantation, avait grimpé en flèche. Si un foie devenait disponible dans les 48 heures, Henry pourrait encore être éligible. Elle expira bruyamment. « J'ai juré de protéger la vie, même lorsque je n'étais pas d'accord, même lorsque cela fait mal. » Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit son badge d'identification. Cette fois, elle le posa sur la table, à la vue de tous. Dr. Sarah Moore. Elle n'allait plus se cacher. L'appel est arrivé à 14h18. Un foie était disponible, compatible avec le groupe sanguin et le score MELD de Henry Moore, ce qui était rare. L'équipe du Memorial General a appelé l'unité de soins intensifs pour demander une confirmation immédiate. Il fallait préparer le patient, effectuer une compatibilité sanguine et le transporter au service de chirurgie dans les 6 heures. Pas plus. Passé ce délai, l'organe serait mort. Il fallait agir immédiatement, sans délai ni seconde chance. Mais Henry Moore n'était pas au Memorial General. Quelque part dans le labyrinthe des systèmes hospitaliers surchargés et des pénuries de personnel post-Covid, Henry avait été transféré 2 nuits auparavant vers un établissement partenaire plus petit, situé à une 60aine de kilomètres, à la suite d'une erreur de transfert de lit, d'un problème de place ou d'une erreur de classement. L'équipe de l'unité de soins intensifs du Memorial ne savait même pas qu'il était parti. Sarah se tenait devant sa chambre vide, son café encore chaud dans la main, lorsque l'infirmière lui annonça la nouvelle. Ils l'ont transféré au campus Southwood, dans l'unité de surcharge. Quoi ? Sarah se figea. Quand ? Lundi soir, juste pour observation. Il était stable, il n'avait plus besoin de soins intensifs. Sa gorge s'assécha instantanément. Southwood n'a pas les capacités nécessaires pour effectuer une greffe. Ils ne font même pas partie du système de partage d'organes. « Home out !»« Je sais », répondit l'infirmière, soudainement nerveuse. « Nous essayons d'obtenir l'autorisation de le ramener. »« Nous n'avons pas le temps, » rétorqua Sarah. « Depuis combien de temps la compatibilité a-t-elle été confirmée ?» L'infirmière vérifia. 18 minutes. Sarah fit le calcul, il perdait déjà du temps. Elle se mit à courir. Le couloir défilait à toute vitesse, sa blouse blanche flottant derrière elle, son badge ballottant. Elle appela le central et entendit la musique d'attente habituelle. Elle appela Southwood, mais personne ne répondit. Elle rappela. Finalement, une voix surmenée se fit entendre à l'autre bout du fil.
Le patient Moore? Oui. Il est là, mais il ne peut pas bouger. Aucune ambulance n'est prévue pour l'instant. Je suis sa fille, dit-elle. Je suis également médecin. Préparez-le. Je viens le chercher moi-même. Elle raccrocha avant qu'ils aient pu protester. Lorsque Sarah arriva au parking de l'hôpital, il avait commencé à pleuvoir, une pluie dense, rapide et incessante, le genre de pluie qui fait couler l'huile dans les rues et inonde les carrefours. Elle monta dans sa vieille Ford et appuya à fond sur l'accélérateur, les pneus crissant lorsqu'elle s'engagea sur l'autoroute. Les essuie-glaces peinaient à suivre le rythme, le tonnerre grondait au loin. Son téléphone vibra, des messages du mémorial s'affichaient les uns après les autres. Heure d'arrivée du patient. Nous avons besoin de ces signes vitaux avant 18h. Le temps passe. Elle serra plus fort le volant. « Pas aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Pas comme ça. » À Southwood, l'infirmière avait installé Henry dans un fauteuil roulant lorsqu'elle fit irruption dans le hall. Il avait l'air plus mal en point, plus pâle, les lèvres teintées de bleu. Il n'était pas tout à fait conscient. « Vous ne pouvez pas le transporter dans cet état sans autorisation, » dit l'infirmière. « Il a besoin d'oxygène, de moniteur. »« Il a besoin d'un foie, » aboya Sarah. « Il lui reste 4 heures. Apportez-moi une bouteille d'oxygène et un moniteur portable, bon sang. » Il fallut encore 20 minutes pour signer les formulaires de décharge. Quand ils l'eurent enfin installé sur la banquette arrière, calée avec des couvertures et des tubes, elle ajusta le tuyau à oxygène et appuya 2 doigts sur son poignet. Il était faible, mais présent. Henry gémit faiblement. « Que se passe-t-il ?»« Tu rentres à la maison, mentit-elle. Mais d'abord nous devons faire un arrêt. » Il ouvrit les yeux juste assez longtemps pour croiser son regard. « Encore toi ?» Elle sourit malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. « Oui, c'est encore moi. » Ils reprirent l'autoroute. La tempête s'était intensifiée, des sirènes retentissaient au loin. Les voitures avançaient au pas, tous feux allumés. Sarah serra les dents et changea plusieurs fois de voie, slalomant entre les feux de freinage et les flaques d'eau. Toutes les quelques minutes, elle vérifiait le pouls d'Henry. À 16h11, ils se retrouvèrent dans un embouteillage monstre. La bretelle de sortie était inondée et les secours dévièrent la circulation. La route principale menant à la ville était coupée. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. » Elle vérifia le GPS. 45 minutes. Trop long, elle donna une tape sur le volant. Réfléchit. Il y avait une vieille route de service à moitié goudronnée, à peine légale. Elle coupait la digue et débouchait près du quai arrière de l'hôpital. Son père l'avait emmenée là-bas une fois quand elle était enfant, lui montrant le bayou et lui racontant des histoires de contrebandiers. Elle tourna sans mettre son clignotant, les pneus rebondissant sur les nids de poules et le gravier. La pluie avait transformé la route en marécage, des branches raclèrent le pare-brise, la boue volait. Henry toussa derrière elle, elle se retourna. Ses lèvres devenaient grises. « Non, reste avec moi. » Il ne répondit pas. Il ne répondit. Elle se gara brusquement, mit le frein à main, grimpa à l'arrière et vérifia son pouls, faible, irrégulier. Bon sang, non. Elle ouvrit brusquement sa trousse médicale, trouva le masque de réanimation, inclina sa tête en arrière et commença les compressions. « Allez, papa, respire. » Elle ne l'avait pas appelé ainsi depuis 20 ans. Cela ressemblait à une prière brisée. 1, 2, 3. La pluie martelait le toit comme une horloge qui tourne. Elle prit 2 inspirations, puis reprit les compressions. Au bout de 30 secondes, il haleta. C'était faible, mais c'était un souffle. « Oh oui, c'est un... Oh mon Dieu, murmura-t-elle. « Vous êtes un vieil homme têtu et impossible. » Elle le maintint en position verticale, ajusta le débit d'oxygène et appuya à nouveau sur l'accélérateur. À 17h37, ils arrivèrent en dérapant dans la zone des urgences de l'hôpital. Les infirmières se précipitèrent alors qu'elles klaxonnaient et faisaient signe. « Henry Moore, candidate à une greffe. Il faut le préparer immédiatement. » Ils ouvrirent la porte. Sarah sortit, trempée jusqu'aux os, tremblante. Elle leur tendit ses papiers, sa carte d'identité, tout. « Allez, murmura-t-elle. Faites-le rentrer. » Alors qu'il l'emmenait, elle s'appuya contre la voiture, le cœur battant, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Elle leva les yeux vers le ciel. Faites qu'il s'en sorte. À l'intérieur, l'équipe chirurgicale commença à se préparer. Le foie, encore viable, fut apporté en urgence. Henry disparut derrière les doubles portes, et pour la première fois de sa vie d'adulte, Sarah s'assit dans une salle d'attente d'hôpital, non pas en tant que médecin, mais en tant que fille. La première chose que Henry remarqua fut la lumière, douce, dorée, qui filtrait à travers les stores à demi fermés.
Elle dansait sur les murs bleu pâle et le bord d'une chaise qui lui semblait vaguement familière. Il cligna lentement des yeux, le corps lourd et immobile comme s'il se réveillait sous l'eau. Un faible bip retentit près de son oreille. Une odeur d'antiseptique flottait dans l'air, mais cela ne le dérangeait pas. Il ne ressentait aucune douleur, seulement une immobilité légère. Une infirmière remarqua qu'il était réveillé et appela le médecin. Quelques instants plus tard, une femme au visage aimable vêtue d'une blouse blanche entra, se présenta et posa une série de questions. « Savez-vous où vous êtes ?» Il a hésité. « À l'hôpital. Savez-vous ce qui s'est passé ?» Il marqua une nouvelle pause. « J'étais malade. » Nata, la femme acquiesça. « Vous avez subi une greffe du foie, en urgence. Vous vous en êtes sorti, mais vous êtes resté inconscient pendant près de 2 jours et votre corps a beaucoup souffert. » Henry fronça les sourcils. « Je ne me souviens pas de grand-chose. »« C'est normal, dit-elle doucement. Vous pouvez ressentir une certaine confusion, des trous de mémoire, une encéphalopathie post-opératoire. Cela devrait passer. » Il acquiesça lentement, ne sachant pas s'il devait se sentir réconforté ou effrayé. L'infirmière quitta la pièce, suivie du médecin, mais peu après, quelqu'un d'autre entra dans la chambre. Cette fois-ci, elle ne portait pas de blouse blanche, mais un pull gris clair et un jean. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses yeux étaient fatigués, mais calmes. Elle se dirigea vers la fenêtre, ajusta légèrement le store, puis se tourna vers lui. Henry scruta son visage. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, mesurée, gracieuse, familière. « Tu es revenu ?» dit-il d'une voix rauque. « Oui. On s'est déjà rencontrés ?» demanda-t-il. Elle esquissa un petit sourire. « Bien. Oh, mais oui. D'ici ? De l'hôpital ? En quelque sorte. » Il acquiesça comme si cela lui semblait logique. « Vous étiez là quand tout a mal tourné. » « Oui. » Il l'observa attentivement. « Vous n'êtes pas infirmière. »« Non. »« Médecin ? » ?»« Oui. »« Mais pas seulement. » ajouta-t-il, à la fois incertain et sûr de lui. Elle s'approcha et s'assit sur la chaise à côté de lui. « Tu as traversé une période difficile, » dit-elle. « Ton esprit a encore du mal à réaliser. » Henry baissa les yeux vers ses mains, veineuses, meurtries, plus minces que dans son souvenir. « J'ai l'impression d'être parti et d'être revenu dans la vie de quelqu'un d'autre. » Elle hésita, puis dit « Peut-être que cette partie est ta nouvelle vie. » Il leva les yeux. « Je te dois quelque chose ?»« Non, » répondit-elle rapidement. « Tu ne me dois rien. » Il prit une inspiration, puis posa la question à voix basse. « Je t'ai fait du mal ?» Ses yeux clignèrent. « D'une certaine manière, oui, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas ce qui importe pour l'instant. » Il acquiesça lentement, acceptant ce qu'il ne comprenait pas. Au cours des jours suivants, Sarah revint souvent, toujours sans prévenir, toujours à la même heure, en fin d'après-midi, lorsque la lumière prenait une teinte ambrée et que l'hôpital devenait plus calme. Elle lui apportait de quoi occuper son esprit, des mots croisés, des petits livres, des enregistrements de musique de saxophone. Il ne lui demanda pas son nom. Elle ne le lui demanda pas non plus. Il parlait de choses insignifiantes, la vue depuis la fenêtre, le rythme des machines, l'étrangeté de la nourriture de l'hôpital, mais jamais du passé, jamais de ce qui était évident. Un après-midi, Sarah apporta un étui à saxophone. « Je l'ai emprunté, dit-elle, à un musicothérapeute. J'ai pensé que ça te plairait peut-être d'essayer. » Henry regarda l'étui avec méfiance, puis le prit lentement. Dès que ses doigts touchèrent le laiton usé, quelque chose changea. Pas exactement un souvenir, mais plutôt un instinct, un muscle, une émotion. Il porta le saxophone à ses lèvres et souffla doucement, puis encore une fois. Il ajusta l'embouchure, accorda l'instrument au feeling, quelques notes supplémentaires, comme des murmures, puis quelque chose de plus clair, une mélodie familière. Sarah retint son souffle. C'était la berceuse, celle qu'elle lui avait demandé de lui jouer quand elle était enfant, encore et encore, jusqu'à ce que le sommeil la gagne. La même mélodie qu'il n'avait pas jouée depuis 20 ans. Henry ne la regardait pas. Il jouait simplement, pas parfaitement, pas fort, mais avec tendresse, avec sincérité. Quand il eut terminé, il posa le saxophone sur ses genoux. « Je ne sais pas pourquoi je connais cette chanson, » dit-il. Sarah murmura « Tu l'as jouée pour quelqu'un que tu aimais. » Henry la regarda, les yeux brillants. Je crois que c'est peut-être encore le cas. Elle cligna rapidement des yeux et déglutit péniblement. « Peut-être qu'elle t'aime encore, toi aussi. » Il acquiesça lentement.
Dehors, le soleil commençait à disparaître derrière les nuages, plongeant la pièce dans une lumière douce et indulgente. Les chaises pliantes de l'auditorium de l'hôpital étaient inconfortables, mais personne ne s'en plaignait. Les patients, les soignants, les infirmières et quelques membres de la famille remplissaient les rangées, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des masques chirurgicaux ou des potences à perfusion. L'air bourdonnait de conversations à voix basse et du vrombissement lointain de la ventilation. Une affiche collée au mur indiquait « Reconstruction hépatique, histoire de survie et d'espoir, parrainée par l'unité de transplantation générale du Memorial. » Henry était assis à l'avant, vêtu d'une chemise bleu marine boutonnée qui pendait sur son corps. Son visage avait retrouvé un peu de couleur. Il avait pris un peu de poids. Il marchait toujours avec une canne et s'essoufflait facilement. Mais il était là, vivant, présent. Le micro devant lui semblait trop grand pour le pied, ou peut-être que le pied semblait trop petit pour les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Une infirmière bénévole lui fit un signe de tête. Il se pencha en avant et commença. « Je m'appelle Henry Moore. J'ai 62 ans. J'ai subi une greffe du foie il y a 6 semaines. J'aurais probablement dû le faire il y a 6 ans, mais j'ai attendu parce que j'étais fier, têtu ou stupide. Peut-être les 3 à la fois. » Le public a gloussé doucement. Il prit une inspiration. Je pensais que j'étais en bonne santé parce que je ne me sentais pas malade. C'est le piège, n'est-ce pas? Oh, non? On pense que la douleur est le problème. Mais parfois, le silence est pire. Mon foie ne criait pas. Il murmurait depuis des années et je l'ignorais. Il se tortilla sur sa chaise. Je me disais que j'étais simplement ballonné, que je vieillissais, que mon appétit reviendrait. Mais en réalité, mon foie était en train de mourir, silencieusement, patiemment. Il fit une pause. La pièce était silencieuse. Bien beau, certains d'entre vous savent ce que cela fait, se réveiller et réaliser que vous ne pouvez plus vous baisser pour lasser vos chaussures, que vos pantalons ne vous vont plus, non pas parce que vous avez pris du poids, mais parce que votre ventre est rempli de liquide, que la nourriture a un goût métallique, que vous dormez mais ne vous sentez jamais reposé. Des hochements de tête parcoururent l'assemblée. Il jeta un coup d'œil à la deuxième rangée, où une femme vêtue d'un pull gris était assise tranquillement, les mains jointes. Elle ne le quittait pas des yeux. « Je ne suis pas ici pour faire la morale, » a-t-il poursuivi. « Je suis ici parce que j'ai failli mourir et parce que je pense que quelqu'un dans cette salle a peut-être besoin d'entendre ce que je n'ai pas entendu. » Il brandit un petit dépliant aux couleurs vives et plastifiées, le même que Linda lui avait remis quelques semaines auparavant. Les 10 signes d'une maladie du foie. Tout y est, ballonnement, fatigue, perte d'appétit, confusion, jaunissement de la peau. Je les avais tous, mais je n'y ai pas prêté attention. Je n'ai pas fait de bilan de santé, je n'ai pas fait d'analyse de sang, je ne voulais pas entendre de mauvaises nouvelles. Il posa doucement le prospectus. J'ai bu trop longtemps, j'ai attendu trop longtemps, et j'ai failli perdre la vie. Mais plus que cela, j'ai perdu des années que je ne récupérerai jamais avec les gens que j'aimais. Sa voix s'adoucit. J'ai écrit une lettre une fois. Je ne savais pas si elle parviendrait à son destinataire. Je l'ai envoyée quand même, et cette lettre m'a sauvé la vie. Il a regardé l'auditoire. Si vous avez encore le temps, appelez quelqu'un qui a besoin d'entendre votre voix. N'attendez pas qu'un foie vous apprenne à vivre. Silence, puis quelques applaudissements, puis d'autres, pas tonitruants, pas dramatiques, mais réels. Il s'éloigna du micro et retourna à sa place, le cœur battant plus fort que jamais depuis le jour de son opération. Le reste de l'après-midi s'est écoulé au rythme des récits, certains tragiques, d'autres triomphants. Les gens ont parlé de la perte d'être cher, de culpabilité, de guérison. Un homme s'est levé et a remercié la famille du donneur anonyme qui lui avait sauvé la vie. Une adolescente atteinte de la maladie de Wilson a raconté qu'elle allait retourner à l'école pour la première fois depuis 2 ans. Henry est resté assis en silence pendant toute la cérémonie, les mains posées sur ses genoux, mais son regard se posait sans cesse sur la femme assise au 2e rang. Elle ne parlait pas, ne s'avançait pas, mais lorsque leurs regards se sont croisés, quelque chose s'est passé entre eux, quelque chose de silencieux, d'ancien, d'indestructible. Après le concert, Henry sortit dans la cour derrière l'hôpital, son étui de saxophone à la main. L'air sentait l'herbe humide et le café de la cafétéria. Il s'assit sur un banc sous un jeune chêne et assembla lentement son instrument. Ses doigts se souvenaient avant son esprit. Il joua doucement, sans public, sans applaudissements, juste la brise et le soleil couchant. Une berceuse douce et lente, serpentant entre les branches comme de la fumée.
De l'autre côté de la pelouse, Sarah observait derrière un buisson bas. Elle n'interrompit pas, ne s'approcha pas. Elle resta simplement là, les mains dans les poches de son manteau à écouter. Il ne savait pas qu'elle était là. Ou peut-être que si. Lorsqu'il eut terminé, il posa son saxophone sur ses genoux et leva les yeux vers le ciel. Il ferma les yeux un instant, comme pour s'imprégner de quelque chose que lui seul pouvait voir. Puis, doucement, il murmura à personne en particulier. « J'espère que tu te souviendras de ce passage. » Certaines histoires se terminent par une résolution. D'autres se terminent par des échos. Henry n'a jamais retrouvé tous ses souvenirs, pas tels qu'il les avait autrefois. Certains jours étaient plus clairs que d'autres. Il oubliait encore des noms, égarait ses clés, perdait le fil des conversations, mais la musique était toujours là. Les chansons vivaient dans ses mains, et d'une manière ou d'une autre, la berceuse ne l'a jamais quitté. Il jouait désormais tous les dimanches dans le parc, sur le même banc, avec le même saxophone. Les gens s'arrêtaient pour l'écouter, non pas parce qu'il jouait parfaitement, mais parce qu'il y avait quelque chose dans le son. Une touche de maturité, d'honnêteté, de chaleur, comme le soleil de fin d'après-midi. Les enfants dansaient. Les couples âgés se tenaient la main. Les inconnus souriaient sans savoir pourquoi. Et parfois, Sarah restait en retrait, ni trop près ni trop loin observant. Elle ne lui a jamais dit. Je suis ta fille, pas encore. Au lieu de cela, elle laissait le silence exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Elle lui apportait de la soupe les jours de froid, l'accompagnait à ses rendez-vous, l'aidait à comprendre ses ordonnances. Elle est devenue ce dont il avait le plus besoin. Une présence, un lien discret avec une vie qu'il croyait perdue. Avec le temps, Henry a commencé à parler aux autres, dans les centres communautaires, les petites cliniques, les groupes de rétablissement. Il racontait son histoire, non pas pour impressionner ou dramatiser, mais pour rappeler. Il brandissait le dépliant, désormais froissé et taché, et disait « Si votre ventre est gonflé, si vous n'avez plus d'appétit, si vous vous sentez tout le temps fatigué, ce n'est peut-être pas l'âge, c'est peut-être votre foi qui vous parle, et croyez-moi, vous feriez mieux de l'écouter avant qu'il ne se mette à crier. » Il a parlé du test sanguin qui a duré 10 minutes, du rendez-vous qu'il a attendu pendant 5 ans, de l'alcool qu'il pensait pouvoir contrôler jusqu'à ce que celui-ci le contrôle. Il a parlé de regrets, certes, mais aussi de rédemption. Pas d'une rédemption spectaculaire, mais d'une rédemption lente, silencieuse, qui commence par une demande d'aide et se termine par une note de musique dont quelqu'un d'autre se souvient. Et il terminait toujours ses discours de la même manière. Si vous avez encore le temps, faites-vous examiner. Prenez rendez-vous. Dites ce qui doit être dit. N'attendez pas qu'une machine vous maintienne en vie pour découvrir ce que signifie vraiment vivre, car la vérité, c'est que les maladies du foie ne se manifestent pas toujours. Elles se développent lentement, silencieusement. Mais les premiers signes sont glacés. Ventre gonflé, jambes enflées, fatigue, nausées, changement de poids inexpliqués. Et un simple test sanguin peut vous épargner des années de souffrance. Si vous ou l'un de vos proches présentez ces symptômes, n'attendez pas. Parlez-en à votre médecin. Demandez des tests de la fonction hépatique. Prenez du temps pour vous, pas un jour, mais maintenant. Et si cette histoire vous rappelle quelqu'un, partagez-la. Si elle vous rappelle votre propre situation, agissez. Vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard. Et la guérison ne commence pas toujours par des médicaments. Parfois, elle commence par une lettre. Merci de votre attention. Si vous êtes une femme qui écoute cette histoire en ce moment, je voudrais que vous preniez un instant pour écouter quelque chose que j'ai appris beaucoup trop tard dans ma vie. Je pensais que la fatigue était due à l'âge, que mon ventre qui s'arrondissait était simplement dû à quelques repas supplémentaires. J'ai commencé à porter des vêtements plus amples pour cacher ces changements. Je ne prêtais pas attention à mes ballonnements, à la bourre, à la teinte jaune de mes yeux, à mes chevilles enflées. Je répétais sans cesse à ma fille « Maman est juste un peu fatiguée ». Mais en réalité, mon foie criait à l'aide et je restais silencieuse. Si je pouvais remonter le temps, j'irais plutôt chez le médecin. Juste une prise de sang, une simple échographie, un bilan de santé. J'ai toujours repoussé parce que j'étais trop occupé à m'occuper de mon mari et de mes petits-enfants, ou parce que j'avais trop peur d'apprendre quelque chose de grave. Mais les pires nouvelles sont celles qui arrivent trop tard.
Si vous vous sentez constamment fatigué, si votre ventre gonfle sans raison apparente, si vous avez perdu l'appétit ou si vous dormez mal, ou si vous avez simplement l'impression que quelque chose ne va pas dans votre corps, faites confiance à votre intuition, faites-vous examiner. Le foie est l'un des organes les plus silencieux du corps, mais lorsqu'il commence à se manifester, c'est souvent qu'il est déjà en difficulté. N'attendez pas d'être alité à l'hôpital pour réaliser que vous auriez pu changer le cours des choses. Je ne parle pas en tant que patiente, je parle en tant que mère qui a appris la leçon un peu trop tard et qui prie pour que vous n'ayez pas à la vivre. Faites examiner votre foi, faites-le pour vous et pour ceux qui vous aiment.